Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un bilan lecture un peu spécial. C'est le bilan lecture de 4 livres que j'ai lus qui ont été sélectionnés par les abonnés d'Instagram. Je vous en avais parlé là pendant la vidéo de ma palle de la semaine dernière. Je fais un vote tous les vendredis parmi une sélection que j'ai prédéfinie à l'avance, comme vous avez vu dans ma palle. Et de cette sélection, je fais un sondage tous les vendredis sur 4 titres. Et sur ces 4 titres, un titre est élu et ce titre fait la lecture que je ferai la semaine d'après. J'ai donc lu 4 romans. Pour rappel, la thématique que j'ai fait en décembre, c'était 9 thrillers de 9 auteurs de nationalités différentes. Je les ai votés donc, parmi une sélection de 4 et j'en ai lu 4. C'est plutôt pas mal. Il y en avait eu un cinquième et le cinquième en fait n'était pas disponible en audio. C'est surtout des lectures que je privilégie en audio, principalement ces titres. Comme ça, je peux lire un autre titre à côté en parallèle. Et en fait, je me suis fait avoir parce que je pensais que vu que c'était un auteur connu, je ne l'ai pas lu, le cinquième, donc du coup, je l'ai décalé à une prochaine lecture. Et voilà, donc du coup, il n'y en a que 4, ce qui est déjà pas mal. Je fais du coup ce bilan lecture à part du bilan lecture des autres lectures que j'ai fait de décembre, voilà, pour vraiment les différencier tous les deux entre ceux que j'ai choisi moi-même de lire et ceux que du coup ont été choisis par le hasard. Enfin, par le hasard des votes évidemment. Mais voilà. J'ai commencé tout d'abord du coup par lire Reine Rouge de Juan Gomez Jurado aux éditions Pocket. C'est un tome 1 d'une trilogie, thriller espagnol. Là, on va suivre un duo d'enquêteurs. Alors, c'est pas réellement. On a John Gutierrez qui est inspecteur, qui va faire équipe avec Antonia Scott, qui est un peu spéciale, si on peut dire. Elle est une personne avec une intelligence surdéveloppée et un trouble autistique. Ces deux-là vont être menés à faire une enquête cachée sous les trucs de l'État. En gros, les personnes riches sont victimes d'un maître chanteur qui décide de s'en prendre à leur famille. Et donc on va suivre ces deux personnages qui vont devoir enquêter sur l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Déjà, le duo d'enquêteurs était assez atypique, même si on en voit de plus en plus aujourd'hui. Je pense par exemple à tout ce qui est la série Le Mentaliste, etc., où on a vraiment ce duo d'enquêteurs qui se rencontrent et qui essayent de résoudre des meurtres et des problèmes. J'ai trouvé quand même la relation entre John et Antonia assez touchante. Le personnage d'Antonia aussi, on le découvre au fur et à mesure du tome et on a de plus en plus d'affection pour elle, pour ce qu'elle ressent et ce qu'elle a vécu. John aussi, il se retrouve un peu avec Antonia dans les pattes, il a rien demandé. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il a toujours suivi les règles et la seule fois où il les suit pas, il se retrouve avec Antonia dans les pattes pour éviter d'avoir d'autres problèmes. Il accepte cette mission. Et du coup, bah, il fait un peu avec, il essaye de jongler comme il peut. Il n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un comme Antonia, qui est quand même quelqu'un à gérer, hein, malgré ses troubles et tout que je comprends. C'est pas une personne facile à vivre, elle lui facilite pas la vie à John, et à eux deux, ils vont finir par former un super duo et à résoudre à résoudre l'enquête. J'ai trouvé malheureusement que la fin est tombée un peu comme un cheveu sur la soupe. L'auteur avait bien mené son histoire de A à Z. Et on a. Alors j'imagine qu'on aura plus d'explications dans les tomes suivants, mais c'est vrai que la résolution de celle-là, ça a été un peu très vite, très bâclé. Je m'attendais à quelque chose, je ne l'ai pas eu, donc c'est plutôt pas mal d'un côté d'être surpris. Mais du coup, ouais, il y a encore beaucoup d'interrogations. Donc j'ai dans ma palle le tome 2 qui est Louve Noir. Je sais qu'il y a un autre. Il y a le troisième titre qui est déjà sorti, qui est Roi Blanc, il n'est pas encore disponible en poche. Louve Noir, ouais, je crois que c'est ça le deuxième titre. Louve Noir et Roi Blanc. Donc voilà, à voir quand est-ce que je lirai le deuxième titre, mais je retrouverai avec plaisir le personnage d'Antonia et le personnage de John, qui, à mon avis, vont de nouveau former un duo, et leur relation va sûrement évoluer. Alors, je pense pas qu'on partira dans une romance, parce que John est 100% gay, comme il dit dans le roman, et du coup, en plus, justement, on a aussi ça, on a le côté un peu John qui est gay et qui, du coup, subit
toutes les calembours de ses collègues, qui sont plaisantes ou déplaisantes, bien entendu, plus souvent déplaisantes, surtout dans un milieu où on est flic. Voilà. J'espère juste qu'après on va creuser un peu plus une partie de la personnalité de John qui est évoquée dans ce tome, mais elle est juste évoquée, on n'y va pas plus loin. Voilà, donc c'est un thriller que j'ai trouvé sympa, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est efficace. Après, je suis pas dans la hype qu'il y a eu ce titre quand il est sorti. Je trouve qu'on est vraiment sur un schéma un peu classique. Donc à voir par la suite ce que ça va donner avec le tome 2 et le tome 3. Je sais que Caro a beaucoup apprécié cette saga. C'est d'ailleurs elle qui m'avait offert le tome 2, donc il faudrait que je me dépêche de lire ce tome 2. Mais maintenant que j'ai lu le tome 1, je peux facilement y aller. Oui, j'avais aussi tenté déjà une fois de lire ce titre et je l'avais laissé de côté et du coup je suis plutôt content qu'il soit sorti pour pouvoir être lu et c'est chose faite. Ensuite, tac tac tac, j'ai toujours peur de me louper sur les nationalités. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, du coup, deuxième sondage la semaine d'après. Celui qui est sorti grand vainqueur, c'est La Princesse des Glaces, donc le tome 1 de la série de Camilla Lackberg. Donc c'est Erika Falk et Patrick Ekström. Roman suédois, du coup, c'est ça que j'étais en train de vérifier. Dans ce titre, on va suivre Erika Falk qui a perdu ses parents dans un tragique accident. Donc du coup, elle se rend. Alors je sais plus où c'est situé. Où se situe l'histoire, dans une petite ville un peu à la Wisteria Line dans Desperate Housewives en gros. Elle se rend dans cette maison pour trier les affaires de ses parents et c'est c'est sa maison d'enfance et en fait elle va être amenée à découvrir le cadavre d'une de ses amies d'enfance dans la baignoire congelée. Ce qui va l'amener du coup à un peu enquêter de son côté sur cette histoire de meurtre parce qu'elle va être personnellement affectée et à faire la rencontre d'un ancien ami d'enfance aussi qui est Patrick Ekström qui est lui fou amoureux d'elle depuis sa plus tendre enfance et aussi le flic mis sur cette enquête. Donc je vous laisse deviner que eux deux vont faire évidemment un duo d'enquêteurs aussi pour résoudre cette enquête et en plus batifoler à côté tous les deux. On va être vraiment aussi dans cette ambiance où il y a des petites histoires entre voisins, on va découvrir la vieille qui scrute tous les faits et gestes de tous les personnes du village, on va découvrir que d'autres couples mariés depuis des années, en fin de compte, le mari il est un peu infidèle, voilà, d'autres histoires de ce genre-là, donc on est vraiment un peu dans cette ambiance Desperate Housewives. Camilla Lackberg aussi en profite pour traiter d'autres sujets. Moi, il y a une scène qui m'a marqué que je m'y attendais pas. Elle est pas sortie de nulle part parce que depuis le début du roman, elle nous préparait à cette histoire, mais la violence de la scène, waouh, était abrupte. Je l'ai pris en pleine tronche, si je puis dire. J'ai juste un petit bémol, je trouve que il y a des explications qui manquent au niveau de la résolution du meurtre, même si c'était très plaisant. Je trouve que le bémol que j'ai, c'est que la résolution du meurtre va beaucoup trop vite pour moi. Il y a des trucs qui sont un peu incohérents par rapport à ce qu'on a appris au fur et à mesure de l'enquête et par rapport peut-être aussi à des trucs scientifiques. Mais j'avoue que ça passe bien, cette petite ambiance. Seul autre bémol, j'ai trouvé que les chapitres étaient trop longs. C'est des chapitres. En gros, il n'y a que 6 chapitres dans ce titre. Et il fait quasi plus de 500 pages. Donc, ouais, j'ai trouvé ça aussi un peu dommage que les chapitres soient très courts. On sent aussi que Camilla Lackberg est très féministe. Elle porte la cause des femmes forte dans son cœur. Elle le démontre dans ce titre. Erika Falk, c'est une femme qui est écrivaine. Elle écrit des biographies de femmes suédoises peu connues et qui ont apporté beaucoup à la Suède. Donc elle écrit sur ces titres-là. Donc elle est vraiment, voilà, elle est réputée pour ça. Malheureusement, elle nous explique que le travail d'écrivain, ça lui permet pas non plus de boucler toutes ses fins de mois. Donc voilà, on a cette situation aussi qui est mise en place. Donc Camilla Lackberg, elle défend aussi un peu, je pense, son gagne-pain.
Donc voilà, il y a toutes ces histoires qui se mettent en place, qui ont un fil à suivre. Et j'ai hâte de quand même découvrir un peu la suite de leurs aventures parce que bah, y a quand même certaines choses qui sont restées en suspens, certaines intrigues, et j'ai bien envie de voir comment va évoluer cette situation dans ce village. Donc en gros, j'ai passé un bon moment, je suis quand même content qu'il ait été sélectionné. Après, voilà. À voir par la suite ce que va donner la saga. Je sais que j'ai les tomes 3, 4 et 6 dans ma palle. Donc voilà, je sais que Lully par exemple va faire le tome 4. Donc je vais continuer à découvrir et je vais voir ce que ça donne par la suite. Voilà. Pas plus de choses à dire sur ce titre assez sympathique en soi. Je suis plutôt content parce qu'en plus ça me fait sortir une relique de ma palle parce que je l'avais depuis quelques temps celui-là aussi. Et en plus ça m'a permis de vraiment de lire des titres que je n'aurais pas sortis de base je pense. D'ailleurs, un titre que je m'en serais bien passé d'avoir découvert, mais bon, au moins c'est fait. C'est le troisième titre à avoir été choisi, c'est La leçon du mal de Yusuke Kishi aux éditions 10-18. Que dire Que dire de ce titre? Je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça pas du tout crédible, horriblement rocambolesque. On va suivre, comment il s'appelle, Seiji Asumi, qui est le professeur que tout le monde rêverait d'avoir au lycée. Il est beau, il est charismatique, il est gentil, il aide ses élèves à progresser, il s'intéresse à ses élèves, il est parfait sur tous les points, il aide ses collègues, il est là quand ils ont besoin d'eux, etc. Le petit problème de Seiji Asumi, là, eh ben, son petit problème, c'est que bah, c'est un psychopathe. Voilà, et en gros, on va suivre aussi le point de vue de trois élèves qui sont persuadés que derrière tous ces airs de gentil monsieur se cache un vrai démon. Donc voilà, on est sur ça. Sur ce scénario de base, donc au début ça commence, on voit le Seiji Asumi faire une tranche de vie au lycée, donc sa journée classique, il donne ses cours d'anglais, il aide ses élèves à comprendre certaines choses, il donne des cours très intéressants et tout. Et puis au fur et à mesure, le roman part dans quelque chose. Je me suis dit, mais vous m'étonnez que les étudiants japonais ils aient un haut taux de suicide avant 18 ans si tous les lycées sont pareils là, parce que non, c'était vraiment, en fait, c'était une surenchère d'une surenchère. C'est-à-dire qu'au début, moi, je pars du principe qu'il y a un propre psychopathe, trois étudiants qui pensent que c'est un psychopathe et qui vont essayer de le démontrer. Et en fin de compte, on part sur le lycée. T'as un lycée de psychopathes. Je sais pas, j'ai pas trop envie de spoil, mais vraiment, c'est de pire en pire. Tout s'enchaîne. J'avais l'impression que. Alors, déjà, que certains romans, on est d'accord, c'est pas crédible. Mais alors, lui, il était d'une crédibilité proche de zéro. Tout s'enchaînait. Les profs sont tous tarés. Les uns les autres. Les étudiants, c'est pareil. Il n'y en a pas un qui relève le niveau. Et puis on avance, on avance, on avance. Et arrive cette fameuse deuxième partie que tout le monde me disait, tu verras, cette deuxième partie, elle est superbe. C'est la meilleure partie du roman et tout. Puis là, je lis la deuxième partie, je me dis, ouais, bah je m'y attendais en fait que ça allait finir comme ça. Et que ça allait être juste ça. C'était tellement. En fait, l'auteur a tellement fait une accumulation au début qu'il fallait bien que ça pète un moment et que quand bah, ça allait péter, je me suis dit bah il y a deux possibilités, soit ça va finir comme ça, soit ça va être une fin pétard mouillé. Voilà, d'ailleurs je n'ai pas compris la fin. Les deux derniers chapitres j'ai pas compris, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter à la fin l'auteur là. Ouais, j'ai pas été pris dans l'histoire, je n'ai eu aucun affect pour les personnages. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pas accroché, c'est que pour aucun personnage, je n'ai été affecté. C'est-à-dire que c'était tellement pas crédible ce qui se passait dans l'histoire que je tournais les pages, je rigolais. Enfin, limite, j'étais en train de cocher des cages. Alors, à un moment, j'ai dit à Lully, parce que Lully l'a lu, je lui ai dit, mais j'ai l'impression d'être dans une parodie de Plus belle la vie qui a mal tourné. Enfin, c'était vraiment ouais, je sais pas, c'était une surenchère, c'était inutile. Je lisais les choses, je rigolais. Alors que j'étais censé être inquiet pour les élèves, inquiet pour ce qui se passait dans ce lycée. Mais sérieusement, quand l'auteur me sortait un nouveau truc, mais je rigolais, j'étais en mode non mais il
va quand même pas faire ça. Ah bah si, il l'a fait. Bon bah écoute, il va pas faire ça. Ah bah si, il va le faire. Ok. Et puis il y a des petits trucs et tout qui sont mis en place. Tu te dis, ah bah ça va avoir une conséquence. Que dalle. Inutile. Et alors, le prof, Seiji Asumi, caricature de. Franchement, c'est Jason dans Vendredi 13, quoi. Le gars, il survit à tout, il est immortel, enfin, il est entraîné comme G.I. Joe pour l'armée, quoi. C'est. Non, mais j'ai levé les yeux au ciel 20 000 fois. Franchement, je l'ai fini parce que je me suis dit, bon, les gens ont quand même voté pour ce titre, ça serait cool que tu ailles jusqu'au bout et tout. Découvre-le. Mais là, j'ai levé les yeux au ciel tellement de fois, j'ai dit, mais au secours. Au point où à la fin, j'allais tellement en vite sur l'audio parce que j'étais en mode, mais il faut que ça se termine, quoi, parce qu'on tourne en rond et tout. Je n'en pouvais plus. Voilà, donc du coup, je l'ai lu. Ça n'a pas été une très grande réussite, mais je l'ai quand même lu. Je sais que je ne retournerai pas vers cet auteur, vers ce genre de titre. Euh, En fait, ce qui m'a un peu perturbé, c'est que pour moi, j'étais persuadé qu'on allait partir sur une histoire un peu qui pourrait être réaliste. Mais si cette histoire est censée être réaliste, je vais pas aller au Japon. Je vais éviter d'aller au Japon et de fréquenter des élèves de Japon parce qu'ils sont tous tarés. Et des profs aussi, ils sont tous tarés. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant quand même. Enfin, ouais, mais j'ai pas du tout aimé. Voilà, je sais pas quoi dire, j'ai pas du tout aimé. Je pense que il va vite partir de ma bibliothèque. Il va sûrement partir soit en boîte à livres, soit à Gibert, soit dans un autre endroit où on acceptera de lui. Parce que moi, je m'en passe totalement. Voilà. Je suis content, je l'avais trouvé d'occasion. Au moins, je l'avais trouvé d'occasion avec Lully quand on était sur Paris, quand on avait été, je sais plus c'est où la librairie, j'ai pas gardé. D'habitude, j'avais encore le ticket de caisse l'autre fois quand je regardais. Là, je l'ai plus. Mais je l'avais trouvé à 2 euros. Hein, je l'avais pas trouvé non plus ultra cher, et heureusement. Parce que vraiment, ça a été une torture. Enfin, moi, enfin, une torture. J'abuse un peu, mais enfin, j'ai ri alors que j'étais pas censé rire. Enfin, c'est quand même, voilà, ça m'a juste fait rire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pour terminer, du coup, le quatrième, là, je suis parti au Danemark. Un titre qui a souvent été deuxième dans les votes, et il a enfin réussi à passer la première marche. C'est un titre que j'ai tenté de lire 3 4 fois avant, et que je n'avais jamais été très loin. C'est Miséricorde de Jussi Adler Olsen, donc c'est le premier tome de sa saga du département V, qui est fini à l'heure actuelle. Je crois qu'il a sorti le 10e et qu'il a dit que c'était le dernier. Donc Miséricorde aux éditions Le Livre de Poche, qui avait gagné le Grand Prix L policier. Une saga qu'on a vu tourner partout, qui a des éloges énormes, et j'y suis allé. Comme je vous disais, je l'avais déjà tenté de le lire 3 4 fois, ça ne l'avait pas fait. Bon, là, je suis arrivé jusqu'au bout. Alors, je sais même pas si je tente de faire le résumé, étant donné que c'est une saga qu'on a vue partout. Mais en gros, on va suivre Karl. C'est ça, c'est Karl, hein, qui s'appelle Karl Mork, tout à fait. Qui, suite à une bavure dans une de leurs dernières enquêtes, va se trouver relayé au placard par ses supérieurs, qui trouvent que qui ont l'opportunité de le mettre au placard, avec cette création du département V qui est pour eux un peu un pain béni, parce que c'est les autorités danoises qui ont décidé de relancer des cold cases en créant un nouveau département, et pour cela la police a réussi une énorme enveloppe d'argent, et donc du coup ils se disent ils vont foutre Karl Mock au placard, ils vont lui dire va t'occuper des vieux dossiers qu'on n'en veut pas, et nous on va s'en servir de l'argent pour recruter plein de monde et pouvoir traiter les dossiers actuels. Donc Karl il se retrouve dans cette situation dans la cave à traiter des dossiers que personne ne veut, et il va tomber sur le dossier de Meret Lingard, qui est une ancienne première ministre, seulement ministre, je sais plus, ministre, l'avenir politique de Danemark, donc il précise pas ce que c'est. Euh, voilà, elle est portée disparue depuis 5 ans, et Karl, donc, qui est tout seul dans son bureau, va faire la connaissance de Assad, qui est le gars qui passe le balai
dans ce bureau, et à eux deux, ils vont tenter de résoudre cette affaire de disparition. Et donc du coup vont faire couler plutôt pas mal d'encre et apporter du crédit à ce département V. J'ai détesté le personnage de Carl. C'est un personnage qui ne pense qu'à lui. Alors il se remet du traumatisme de sa bavure qu'il a commise lors de sa dernière enquête. Je suis triste pour lui par rapport à ce qu'il a subi, c'était pas cool non plus. Mais c'est un personnage horrible envers les femmes, c'est-à-dire que les femmes, ouf, alors elles ont des gros seins, elles ont un gros cul, elles sont baisables, elles sont pas baisables, elles sont insupportables, elles ne pensent qu'à l'argent, elles sont... À la fin, j'avais envie de prendre mon livre et de le balancer par la fenêtre. J'étais en mode, on va s'arrêter un petit peu là, Karl. En plus, il a des idées avant-gardistes des temps anciens. Je prenais mon mal en patience. Alors, après en avoir parlé sur Insta, on m'a dit que ça évolue au fur et à mesure de la saga, que ce titre est quand même assez vieux et que du coup il fallait être tolérant. Mais bon, il y a tolérant et tolérant quand même, parce que là c'était un peu beaucoup quand même, monsieur. 2007, date de 2007, donc bon, on va voir si par la suite ça évolue, mais c'est vrai que bordel, ça m'a gonflé. Vraiment, c'était horrible ce personnage. J'ai trouvé, parce que du coup, vu qu'on est sur l'histoire du Cold Case, on a cette double temporalité avec le personnage de Meret Lingard qui se fait kidnapper. J'ai trouvé ce côté assez sympa, où on apprend un peu plus au fur et à mesure, même si je trouve que y a un manque de cohérence par moment sur l'histoire du passé quand on fait les allers-retours. Je trouve aussi que la fin est un peu facile sur comment il découvre qui a fait quoi et comment résoudre tous les problèmes. Je trouve que le personnage d'Assad est très attachant, très mystérieux. J'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus sur lui par la suite. J'espère que l'auteur va tenir ses promesses à ce niveau-là au niveau du personnage d'Assad, parce que je pense que c'est le seul personnage qui me donne envie actuellement de continuer la saga. L'enquête, très classique, très simple. Vraiment, on n'a pas eu non plus beaucoup de choses. Alors en plus, on a plusieurs... c'est-à-dire que Karl, il s'occupe du département V, mais vu que c'est aussi un des meilleurs inspecteurs qu'avaient les supérieurs, voilà, ils l'ont quand même remercié en le foutant dans le placard, mais c'est quand même un des inspecteurs les plus respectés euh, de la police de Danemark. Donc du coup, il va quand même un peu aider. Voilà, il va donner des indications. Évidemment, le mec, il est tellement fort qu'il trouve tout du premier coup. Ça aussi, ça m'a insupporté. Je n'aime pas Karl. Je pense que même quand je lirai le tome 2, je ne l'aimerai pas. Mais on verra par la suite. Voilà, c'est un truc que je tiens à dire sur ce personnage. Je ne l'aime pas. Donc l'enquête assez classique, assez simple, comme je dis. On a le personnage de Karl qui est super intelligent, super doué, blablabla, qui va aider à résoudre d'autres enquêtes. Donc on suit aussi un peu d'autres enquêtes en parallèle. Mais ouais, c'est vraiment le truc que je vais lui reprocher à ce titre, c'est je n'aime pas Karl. Et c'est compliqué parce que le premier tome, enfin ce tome tourne essentiellement autour de Karl, de ses manières d'enquêter et tout. Et donc du coup, ça m'empêche d'apprécier réellement ce titre, je pense, d'avoir autant détesté le personnage principal. Au moins on peut dire que comparé à celui-là, où je n'ai ressenti aucune émotion pour les personnages, celui-là, j'en ai ressenti. Elles étaient un peu négatives, mais je les ai ressenties. Ouais, voilà, pas plus de choses à dire sur ce titre classique, efficace. Alors, je pense peut-être qu'en 2007 c'était moins classique, mais là aujourd'hui c'est très classique. C'est aussi le problème de découvrir des vieux titres, mais au moins je suis arrivé au bout. J'ai envie de découvrir un peu plus Assad, voir si ça va tenir ses promesses par la suite. C'est une saga finie, donc en plus je sais que au bout d'un moment, quand j'arriverai au bout, je serai au bout, hein, il n'y en aura pas d'autres qui sortiront. Donc voilà, je vais lui donner peut-être encore un peu une chance sur le tome 2, voir si ça s'améliore. Je fais confiance quand même parce que c'est Lully aussi qui était venue me dire que elle actuellement elle est encore en train de les lire, mais qu'elle trouve que dans les derniers tomes qu'elle a lus, il n'y a plus du tout ce rapport aux femmes, et je sais que Lully fait quand même assez attention à ça.
Donc à voir, parce que j'avais dit la même chose sur Tillier. J'avais lu le deuxième tome de Lucie et Nebel et il m'avait gonflé sur ça parce que Lucie et Nebel était tout le temps décrite par tous les autres collègues par ses attributs féminins. Et c'est vrai que dans les derniers tomes qu'on a lus avec Lulith dernièrement, on n'a plus trop ces choses-là. Donc partons de ce principe que on les aura plus. Voilà. Donc voilà. C'est donc avec plaisir que j'ai lu quand même ces 4 titres. Ces 4 titres qui. Alors celui-là pas trop, mais les 3 autres c'est quand même des titres qui traînaient depuis quelques temps dans ma palle, qui sont sortis du coup. J'ai quand même fait de bonnes découvertes. Hein. Je pense que pour le moment mon préféré restera le Camilla Lackberg. La Reine Rouge était pas mal. Le Miséricorde, même si j'ai détesté Karl, je vois les qualités. Bon ça on oublie. Mais voilà, ça m'a permis de faire un peu des bonnes découvertes. Là actuellement sur les votes qui ont eu lieu vendredi, c'est le Arpenter la nuit de Leila, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc du coup, c'est pas du tout un trailer, ça va être complètement autre chose. Du coup, je vous referai un bilan lecture aussi sur ces lectures suivantes. La semaine prochaine, je vous reviens normalement pour faire un bilan de 2024. Et la semaine d'après, ça sera le bilan de lecture de mes lectures de décembre, enfin de mes lectures que j'aurai fait, parce que je pense qu'il n'y aura pas que les lectures de décembre. Voilà. Je préfère faire comme ça parce que du coup, vous n'avez pas 2 bilans lecture à la suite, vous avez quand même un peu des vidéos un peu variées pour changer un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous pour l'accueil que vous m'avez fait. Et j'ai oublié de dire bonne année parce que là, ça y est, officiellement, je tourne après le 1er janvier. Je vous l'ai pas dit la semaine dernière parce que je voulais pas me porter la poisse. Bonne année, que l'année vous apporte les meilleures choses qu'elle peut vous apporter, tout ce que vous souhaitez. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.